Eh Salut. bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Rowan. Salut Rowan, Salut Johan, comment ça va? ça va, merci à toi. Bah ça va super, je suis très content de ton invitation. Merci à toi de l'avoir accepté. Est-ce que pour introduire notre échange, tu pourrais te présenter rapidement, parler un petit peu de ton parcours et ce que tu fais actuellement aujourd'hui dans le monde du sport? Ouais, bah alors moi à la base je suis athlète, donc je faisais du sprint et des haies. Je me suis reconverti après en entraîneur et j'ai fait le master de préparation physique de Lyon, donc le master EOPS à Lyon, après avoir fait un diplôme d'ingénieur. Donc je me suis reconverti, je suis allé entraîner donc un groupe d'épreuves combinées et et à côté de ça, bah, je fais la préparation physique sur plusieurs sportifs. Donc ça va de la boxe, au handball, au rugby, surtout les plus de sports co, mais j'ai quand même eu du tennis et quelques sports de combat aussi. Mais le plus gros de mon activité, c'est dans l'athlé, donc les épreuves combinées. Donc c'est-à-dire qu'on s'entraîne, en sprint, mais aussi en lancer, en saut et en endurance. Et je fais aussi la préparation physique, de coureurs de demi-fond et de fond à côté, dans mon activité. Ok, tu dis que tu as fait le master, t'es pas passé par la licence comme les parcours plus classiques qu'on retrouve? Non, pas de licence parce que, bah, j'avais fait, le diplôme d'ingé avant à Lyon et bah, du coup j'ai fait valoir de mon statut sportif de haut niveau et d'une équivalence, heu, pour, heu, pour leur montrer que j'avais les capacités d'intégrer le master. Ok. Là, tu parlais des sports différents, les sports co, même quelques sports indiv. Ça, tu fais ça plus à distance? Ouais, je fais, quasi tout à distance. Les seuls, athlètes que je vois en présentiel, c'est ceux qui sont, sur Marseille. Hem, donc bah, le groupe que je suis tous les jours et après c'est les coureurs de demi-fond, à côté. Ok, ça marche. Petite dernière question avant d'introduire le thème assez général du podcast. On sait qu'on est dans un métier où la formation continue est hyper importante pour continuer à se former et à progresser en tant qu'entraîneur. Quelles sont toi tes méthodes ou les choses que tu appliques quotidiennement ou par période pour continuer à te former et accompagner au mieux les sportifs que tu côtoies? Bah, moi je suis très, très pratique, très terrain. Donc souvent j'expérimente par moi-même, d'abord, et après pour tout ce qui est, d'apprendre, la théorie et la science derrière tout ça, je m'inspire pas mal de ce que je vois déjà sur les réseaux parce qu'on a la chance d'être à une époque où on a beaucoup de choses sur les réseaux, même si c'est pas, toujours, hyper, hyper cohérent. Mais c quand on sait faire la part des choses, bah, on a quand même plusieurs choses et à côté de ça, bah, je lis pas mal les ouvrages un peu comme, La force de Zetsurski. Je me renseigne aussi pas mal en ce moment, je suis beaucoup sur, le triphasic training, de Cal Dietz. Donc là, je cite, les plus connus, mais il y a pas mal de ouais, il y a pas mal de bouquins qui sont hyper intéressants. Et à côté de ça, bah, je cherche un petit peu sur ce qu'on peut retrouver sur PubMed et tout, sur les articles, récents et moins récents, qui des fois sortent et puis, des fois qui sont remis en avant aussi. Ça permet d'avoir des idées. Je m'inspire beaucoup, mais on va dire que je prends pas, à la lettre toujours. Je préfère, d'abord tester, y réfléchir, voir ce que ça donne et puis il y a des fois des fois je vois un exo, qui est intéressant ou même, une théorie qui est intéressante et bah, je la creuse un petit peu et après, je vois ce que je peux en faire. Ok. Tu arrives quand même à trouver le temps de lire des études, etc. Dans le sens où des fois dans le quotidien, c'est un peu le rush, c'est un peu, on a beaucoup de choses à faire. Il y a les séances à préparer, les séances en présentiel et de lire une étude, ça prend quand même du temps, surtout si on veut interpréter, bien comprendre. Tu arrives à faire Bah, ça rapidement? après, lire une étude, quand on n'a pas l'habitude, je dirais que c'est quand même, ouais, c'est assez, laborieux. Mais une Mmh. fois qu'on a pris l'habitude, on va souvent à l'essentiel. On regarde, rapidement le protocole, on regarde, la conclusion, les théories, de début d'études. On regarde aussi, quelle est la population, parce que c'est souvent ce qui est hyper intéressant aussi. Et puis, après, bah, je vois rapidement et puis si l'étude me paraît cohérente et intéressante dans le cadre, dans lequel, je la lis, bah, là, je vais la creuser un peu plus.
et voir OK. aussi ce qu'il y a autour dans les autres références. Et puis derrière, c'est comme ça qu'on peut trouver des fois des bonnes infos. Et voilà. OK. On va pouvoir rentrer un peu dans le vif, du sujet. On va avoir un Mmh. podcast qui va tourner autour d'un thème assez général qui est la vitesse. Donc je pense que Mmh. tu es, assez bien placé pour en parler dans le sens où tu as été athlète et tu l'es encore si je dis pas de bêtises. Donc tu Ouais, je as m'entraîne encore. voilà, tu as beaucoup pratiqué. Tu entraînes aussi, tu as aussi la casquette de prépa physique. Donc je pense que tu peux croiser un peu différents, «regards» entre guillemets pour, parler de cette qualité. Et pour introduire, ce thème, est-ce que tu pourrais, toi, définir cette qualité physique et dire ou pas si ça se limite à un sprint, par exemple, de 100 mètres, comme la plupart des gens, peuvent, peut-être voir un peu cette qualité? Ouais, écoute, déjà, moi je dirais que la vitesse, c'est pas une qualité propre, c'est un mélange de plein de qualités différentes. Donc, d'abord, c'est sûr que ça va être la puissance, mais ça va être, aussi, la coordination, la capacité, explosive et après, il y a tout ce qui rentre en jeu dont dans ce qui est structurel, donc c'est-à-dire, la capacité à avoir une cheville qui est raide. Donc, ça, c'est plus, de l'aspect, pliométrique. Mais, il faut être capable quand même d'avoir une extension de hanche, faut avoir une flexion de genou qui est efficace, une flexion de hanche aussi pour, revenir dessus. Donc en fait, c'est énormément de qualités différentes puisque, contrairement à ce que les gens pensent, on n'entraîne pas juste la vitesse pour, devenir rapide. Il y a différentes, structures dans un 100 mètres déjà. Donc on a le démarrage, l'accélération. Après on a une transition et à la fin, on a un maintien de vitesse max. Puisque sur 100 mètres, mais même pour un pour des personnes non entraînées, donc des sportifs ou des athlètes qui sont pas entraînés, maintenir la vitesse max, ça va pas être, la même chose que pour un athlète qui est entraîné à ça. Du coup, on a énormément de qualités différentes qui rentrent en jeu et la première, on va dire que c'est pas forcément la plus importante, mais ça va être la force max. Quand on part de 0, faut commencer à déplacer l'objet et l'objet, c'est nous-mêmes. Donc ça va être, pour avoir un bon partant, il faut avoir, des grosses qualités de force max, par exemple. Mais pour avoir, un une personne, un athlète rapide, donc avoir une bonne Vmax, il faut des qualités pliométriques, donc qui sont plus de la force max, qui sont ouais, de la pliométrie comme je viens de dire. Donc en fait, on va entraîner tout un spectre sur, le plan physique et pas, que la qualité de vitesse en elle-même. Et ça se fait, au travers de la préparation physique et de la pratique à côté. OK. Est-ce que quand on parle de vitesse, c'est uniquement courir vite? Ou alors, par exemple, dans le cadre, de la prépa physique, ça pourrait être, si je prends, la force ou par exemple, tu vas soulever une charge, lourde, la vitesse, ça pourrait être, sauter avec une assistance pour être «plus rapide» Ah, entre guillemets. Est-ce qu'on ouais, on différencie les 2? on peut, ouais, on a aussi ça parce que là, on a parlé de vitesse de déplacement, mais on Ouais. a aussi vitesse de mouvement qui, du coup, est, on va dire, heu, entre guillemets, «ce qui peut nous intéresser le plus» quand on n'est pas dans le cadre de l'athlétisme puisque, ça va être cette capacité à sortir vite sur un démarrage ou avoir un saut, plus rapide ou avoir même dans le handball, par exemple, être capable d'accélérer, son son lancer pour avoir une meilleure sortie de balle et cetera. Même au golf, on a en fait, dans tous les sports, on a une notion de vitesse qui est importante, et du coup, elle se développe aussi comme la force, mais comment dire? Mais c'est une qualité qui va être, très liée à la force, quand même. Mmh. Est-ce que tu penses que c'est la même chose que le RFD selon toi? Ou pas du tout? Non, 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 le RFD, ça va être, la capacité à libérer la force le plus rapidement possible. Donc si je passe de 0 à 100 en, par exemple 200 millisecondes, 400 millisecondes, 500 millisecondes, la personne qui le fait en 200 millisecondes, elle va avoir, 200 millisecondes d'avance sur l'autre personne qui fait en 400 millisecondes. En Mmh. soi, on pourrait dire que c'est rien, mais juste ces 2 dixièmes de différence, en fait, ils font qu'on arrive à la balle en premier, qu'on est, sur la ligne d'arrivée plus tôt,
ou qu'en fait, on est devant la personne au lieu de devoir la contourner. Donc, au-delà de on va dire, la qualité terrain qui est voir le jeu, réagir comme il faut, bah, si on a cette capacité en plus, on a encore plus d'avance sur les autres. Donc, si c'est alors le RFD, c'est hyper important, parce que ça fait Mmh. partie des qualités de vitesse, mais c'est pas que le RFD qui rentre en jeu. Il y a aussi, bah, la qualité d'accélération du mouvement, et on doit différencier, ouais, la vitesse et le RFD. OK. Et par rapport, parce que souvent on parle de puissance, d'explosivité, de vitesse. C'est un peu des Mmh. qualités qui se croisent. Du C'est coup, ça. ouais, parce que des fois les notions, tu vois, elles sont toujours un petit peu délicates. Des fois on parle d'explosivité, entre guillemets «à tort et à travers», mais bon les Mmh. limites elles sont assez fines puisque finalement, quand on fait une action rapide, il y a tout ça, ça se croise en fait. Ouais, bah, en fait, c'est des qualités qui sont liées, mais qui sont différentes. Heu, la puissance, ça va être vraiment le force fois vitesse. En physique, c'est la force fois la vitesse. Donc en fait, plus on est fort, pardon, plus on peut avoir de puissance et plus on est rapide, plus on a de puissance aussi. On peut pas lier les 2 ensemble, puisque plus on est rapide, moins on peut développer de force. Donc le fait d'être très fort, ça va permettre de développer plus de force à une certaine vitesse, mais pour ça, il faut pouvoir la maintenir. Donc ça va être la puissance en elle-même, donc heu, comment dire? Heu, la capacité à résister au sol, la capacité à produire ce mouvement-là, ça va être la puissance, on va dire. Et le RFD, par contre, ça va être, la capacité à, quand il y a rien, donc par exemple, je vais essayer de donner un exemple qui est assez concret, c'est-à-dire que quand on court, notre pied, il va toucher le sol. Au début, il a pas d'appui, il va se retrouver appuyé au sol. Heu, Plus le RFD est haut, plus on va être capable de résister à l'écrasement de notre poids sur la jambe. Ça, c'est le RFD excentrique, mais on a aussi le RFD concentrique pour un saut et le reste et tout ça. Et c'est ça qui permet aussi d'éviter de s'écraser, donc de perdre moins de temps et de créer plus une impulsion, en fait. Le RFD, c'est une impulsion de force et pas une ligne droite ou pas un plateau de force, c'est vraiment une impulsion de force. Un Dirac comme, on peut le dire des fois en physique. OK. Tout à l'heure, tu as parlé des différents, facteurs qui influencent, la vitesse, on va dire la vitesse de déplacement du coup, Mmh pour mh. pas confondre avec, ce qu'on a dit juste avant. Si par exemple tu es avec un sportif, tu le connais pas, pour toi, quelles sont les premières démarches ou par où faudrait commencer pour, améliorer la vitesse de ce sportif? Dans le sens où tu l'as dit, il y a de la coordination, il y a de la force, de la pliométrie et cetera. Est-ce que tu vas faire des tests, et cetera? Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça? Bah, alors le sportif, si je le connais pas du tout, je l'ai jamais vu courir, déjà je vais lui demander de courir, mais avant ça, je vais quand même m'assurer qu'il peut courir à pleine vitesse sans problème. Donc s'il a des pathologies, s'il a des douleurs ou quoi que ce soit, je vais me renseigner là-dessus. Parce que mine de rien, bah, le sprint, même sur 5 mètres ou 10 mètres, ça reste une activité qui est hyper intense et quelqu'un qui est pas préparé, du tout, ça peut être problématique. Maintenant l'avantage qu'on a aussi, c'est qu'une personne qui n'est pas entraînée en sprint, elle va être, très peu capable de se faire mal. Alors qu'une personne qui est, enfin en sprint, une personne qui n'est pas entraînée tout court, va être très peu capable de se faire mal, alors qu'une personne qui a développé des hauts niveaux de force, des hauts niveaux d'explosivité ou n'importe, mais qui ne sprinte pas, elle est, entre guillemets «à risque» puisqu'elle est capable de développer énormément de force, énormément de vitesse, sans le contrôle qui va avec, donc elle peut se faire mal. Donc ça, c'est la première chose que je fais, c'est m'assurer qu'il y a pas de risque et après, bah, je vais d'abord, y aller doucement, mais regarder comment il court. Tout simplement, en fait, je regarde comment il court et puis, en fonction de ce que je vois, bah, je sais plus ou moins vers où je vais aller. Ça peut être, sur la qualité des appuis, ça peut être sur la coordination, ça peut être, sur la posture et à partir de ça, je vais voir, ce que je peux faire. OK.
Et si tu avais comment dire, les premières étapes pour toi, ce serait plus la technique et les postures plutôt que de dire faut travailler directement le pied, la force, travailler avec un Euh, chariot, etc. alors, il y a beaucoup de gens, je sais, qui diraient qu'il faut utiliser le profil force-vitesse. Mm. Moi, j'avoue, je l'ai utilisé une fois, une année, et après, je l'ai plus jamais utilisé. C'est pas que c'est un mauvais outil, c'est que pour moi, par rapport à ma pratique, il n'est pas cohérent puisqu'il a été fait avec surtout des footballeurs, des rugbyman, il me semble, des rugbyman, ouais, mais surtout des footballeurs, et du coup, c'est pas cohérent avec les besoins de la pratique que j'ai. Et au-delà de ça, ouais, du coup, quand on parle de profil force-vitesse, souvent on parle justement des qualités physiques. Moi, quand je vais regarder un sportif, je vais plutôt m'axer sur sa technique. Après, est-ce que sa technique, elle est liée à un manque de physique? Ça va être à moi de le déterminer, et ça va se corriger au fur et à mesure aussi, avec ça, quoi. Ouais, donc pour toi, la base, ça serait surtout la technique de course et la posture, plutôt Ouais, que... la motricité en elle-même, au final. Ouais, Parce que si on a un mec qui peut squatter 200 kilos, je schématise fort, hein, mais si on a un mec qui peut squatter 200 kilos, mais qui met toutes les forces vers le haut au lieu de les mettre vers le sol, bah, en fait, ces 200 kilos en squat, ils servent à rien. ok. Moi, j'ai une question qui me vient. Si on, dans différents sports, tu vois, les sports collectifs, souvent on a besoin d'être rapide. Alors, pas forcément à vitesse max quand l'espace il est plus réduit, mais les Mmh. sportifs, par exemple, on va travailler avec eux là, les gammes athlétiques, etc., pour leur apprendre à être coordonnés, enfin bref, tous les avantages des gammes. Mais quand ils Mmh. sont sur le terrain, par exemple, au handball, ils vont avoir un ballon dans la main. Au tennis, ils vont avoir leur raquette. Je sais pas, au basket, ils ont un ballon aussi. Est-ce que Ouais. tu penses que le transfert, il est quand même bon? Est-ce que les gammes sont vraiment utiles dans le sens où ils vont s'organiser différemment parce qu'ils auront un objet ou un truc dans la main? Je dirais que faut essayer de pas confondre, justement le travail sur le terrain et le travail, annexe. Les gammes, au-delà de servir à améliorer la technique de course, en fait, c'est pas un c'est pas un outil qui va te faire courir plus vite. C'est un outil qui va modifier la plasticité du cerveau, qui va modifier les patterns de mouvement et qui va donner, au corps une coordination différente pour lui permettre justement d'explorer des choses différentes et de les appliquer une fois, dans le besoin entre guillemets de survie maximale, c'est-à-dire au moment où l'athlète il va devoir faire ses mouvements, courir à fond et cetera. Il va pas forcément penser à avoir son talon au jeu, sur l'ischio, il va pas forcément penser à garder le genou fermé. Donc c'est des choses qui sont là pour, ouais, pour donner beaucoup plus de bagages moteurs à la personne. Heu Et après sur ça, moi je trouve ça justement intéressant, une fois que les sportifs, ils maîtrisent ce genre de gamme, on va dire les basiques, hein, montée de genou, talons-fesses, skip, skip par exemple, jambes tendues. Une fois qu'on maîtrise ça, qu'on est capable de le faire correctement, au-delà de la technique de course, on peut rajouter justement des, du bruit, on va dire. Donc, avec un ballon, avec faire des dribbles, avec, jongler. Ça peut être, hyper intéressant, je pense, pour, le sportif, mais ça va pas être directement, sur le terrain. Par contre, ça sera transférable, quasi immédiatement. Ok. Tu parlais de ne pas penser à la position de son pied, etc. Du coup, par la suite, sur une accélération. Mmh mh. Euh, Est-ce que du coup, ça veut dire qu'il faut quand même travailler, par exemple, j'ai travaillé ouais, je sais pas, par exemple, la position du talon, je l'ai Mmh. travaillé sur les gammes. Est-ce que tu penses qu'il faut quand même le travailler derrière sur le sprint, ou alors ça se transfère entre guillemets automatiquement sur le sprint derrière? Ou faudrait Alors quand non, même ça se transmet avec toujours les consignes qu'on a fait auparavant avec les gammes? ça se transmet pas automatiquement. Ça serait bien si c'était le cas, mais non, bah, ça même avec les athlètes, ça se fait pas automatiquement. Mais ça permet, déjà de commencer à, à co on va ouais, à ouvrir le chemin vers le bon mouvement, on va dire. Et Mmh. après, bah,
il va falloir faire un travail technique qui va être sur des intensités sous-maximales, par exemple, parce qu'une accélération, ça peut se faire à 100%, mais ça peut aussi se faire à 85, 90%. Et là, on peut chercher à corriger et rajouter de l'intensité là-dessus. Moi, c'est comme ça que j'essaie de fonctionner, même si c'est pas toujours le plus simple. Et à partir de là, on peut aussi rajouter un chariot, un élastique, pour permettre justement d'accepter le déséquilibre, pour permettre d'accepter de poser moins loin, pour être plus sous le bassin, pour aussi se rendre compte qu'on pousse ou qu'on tire, parce que si on pose le pied trop loin, par exemple, on va tirer en ischio, alors que si on pose derrière soi, on va pousser en quadri et en fessier. Et au-delà de ça, c'est aussi finir les mouvements, parce que la plupart des gens, ce qu'ils font quand ils vont faire une accel, c'est qu'ils mettent beaucoup de rythme. En fait, il y a pas de déplacement. C'est seulement une impression de vitesse, mais au final, c'est de la vitesse gestuelle. Alors que nous, ce qu'on veut justement, c'est une vitesse de déplacement. OK. Ouais, mais c'est vrai que c'est un outil qu'on voit souvent, tracter un chariot ou avoir une résistance. Mais est-ce qu'à l'inverse, travailler en survitesse, chose qui est plus difficile à mettre en place aussi, est-ce que tu penses que parce que moi, des fois, j'y réfléchis, tu vois? Travailler en survitesse du coup, voilà, travailler en survitesse tout Ouais, bah, simplement. ouais, ouais. Est-ce est-ce que tu penses que se casser autant la tête pour trouver les setups qui fonctionnent, niveau, bénéfice, c'est intéressant? Alors, je pense qu'il y a 1 an ou 2, je t'aurais dit, pas forcément. Là, Ouais. dernièrement, j'aurais tendance à dire que si, il y a quand même un réel intérêt, je pense. Parce qu'on habitue beaucoup plus vite le corps à des choses dont il est pas habitué justement et dont il est pas encore capable. Mais ça du coup, ça va lui permettre de plus rapidement aller vers ça, en fait. Donc ouais, il y a 2 ans, je t'aurais dit, «Ouais, non, faire la survitesse», alors qu'on n'a pas préparé, on n'a rien fait avant, on sait même pas aller à vitesse normale. Je t'aurais dit non. Mais là, depuis cette année, par exemple, j'ai testé une nouvelle approche sur le sprint avec mes athlètes et je suis plutôt bien convaincu. Le seul truc, c'est que, ouais, faire de la survitesse, c'est assez compliqué, ou alors c'est très coûteux. Donc faut, par exemple, avoir un 10-80 sprint. Ça, c'est quand même, une machine entre 10 000 et 20 000 balles, donc pas trop accessible à tout le monde. Et en plus de ça, faut pouvoir le faire, correctement, parce que si tu fais faire de la survitesse à des mecs qui peuvent pas sprinter safe à 90, bah, tu es sûr que tu les pètes, et si tu les pètes, selon le sport où tu es un peu dans la merde. Ouais, c'est sûr. Donc Hem, ouais, je dirais qu'il y a un intérêt quand même. OK. Souvent, quand on fait de la survitesse, on a, pour l'avoir aussi un peu testé, on a l'impression de pas beaucoup travailler. Par exemple, quand on a une Mmh. résistance, on force beaucoup, on sent que ça travaille. Même les sportifs, des fois, ils sentent, voilà, il y a une résistance, je travaille. La survitesse, c'est vraiment l'inverse. On a l'impression que c'est presque trop facile. Comment tu l'expliques ça à tes sportifs qui aiment bien les charges de travail assez conséquentes et là, tu leur mets je sais pas, un élastique sans survitesse, tu as l'impression que Tu ça fais rien, t'aide? Comment tu leur expliques pour qu'ils, j'ai pas le mot, pour qu'ils intègrent le truc, pour ils qu'ils intègrent. Bah, après ça, j'ai envie de dire, c'est très individuel à chaque athlète, mais c'est vrai que beaucoup d'athlètes, en plus dans l'athlé, on est sur, de la performance chiffrée, donc on sait tout de suite si on est bon ou pas. Mais à l'entraînement, on va pas chiffrer tout ce qu'on fait. Donc en fait, sur la plupart du temps, les athlètes, ils se sentent forts, ils se sentent, avec le chariot, ils sentent que ça peut être long, ils sentent que ouais, ils peuvent mettre de la force, et en fait, ils se disent que c'est le bon chemin. Mais justement, si on sent qu'on est fort, qu'on peut forcer et qu'on passe du temps, en général, c'est qu'on est en train de perdre du temps, parce que la vitesse justement, ça doit pas être quelque chose où il faut pouvoir forcer, c'est quelque chose qui nécessite du relâchement et de la force au bon endroit et au bon moment. Donc ça se fait aussi au lancer, hein. Au lancer, la plupart du temps, tu as des athlètes qui sentent qu'ils peuvent forcer dans le poids, mmh, mais en fait, leur meilleur lancer, c'est souvent quand, ils ont l'impression qu'ils ont rien fait. Parce que, la vitesse de sortie du poids, elle va être, supérieure, donc on va les et ouais, j'essaie de répondre à ta question, mais il faut que je me la redis-la moi? Parce que
Non, c'était juste, c'est plus d'un point de vue un peu humain, tu vois, communication. Logique, ouais, psychologique. Ouais, Bah, ouais, tu l'expliques aux athlètes pour qu'ils adhèrent. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, pour ouais. qu'ils adhèrent à cette méthode. Bah, en fait, ils ont l'impression de pas travailler, mais en fait, il faut leur expliquer tout simplement que, bah, là, le plus simple, c'est de leur montrer les résultats, hein. Si tu fais de la survitesse, souvent tu as des chronos, de leur montrer que là, ils vont plus vite, et que le corps s'habitue à ça. Bah, ça leur permet de comprendre déjà parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui est très dans la sensation de fatigue après la séance, les courbatures, le fait, d'avoir senti tes muscles travailler. Alors que, bah, justement, quand on parle de sprint, il faut éviter à tout prix, je le mets entre guillemets, mais il faut éviter la fatigue, qui n'est pas nécessaire. Donc, plus on va vite, moins on va ressentir de fatigue et moins on va ressentir d'effort puisque ça va être le relâchement qui prime. Et pour ça, bah, il faut leur expliquer, il faut leur montrer avec, des chronos, il faut leur montrer avec des sensations. Si tu leur dis, que, bah, là, ils font zéro effort, mais que entre guillemets «zéro effort», hein, mais que, le chrono, il est 2/10 plus rapide sur 50 mètres, bah, déjà, il y a une différence, de fou et eux, ils peuvent se dire, «Ah oui, en fait, c'est ça qui est bien». Et la vraie difficulté, c'est de faire intégrer à chaque personne que cette sensation-là de facilité, en faisant les choses bien, c'est cette sensation-là qu'il faut rechercher. Ok. Tu parles de relâchement. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est que j'étais confronté à ça dans ma pratique personnelle au tennis, où il faut aussi de relâcher quand tu frappes la balle. Ouais. Comment on explique ce paradoxe? Je ne sais pas si c'est vraiment un paradoxe, mais il faut mettre de la force, mais il faut être relâché. Donc, faut pas forcer et se crisper, mais il faut forcer en se relâchant. Je sais que moi, on me disait, tu peux expirer pour t'aider à te relâcher. Comment Mmh. t'expliques un peu ce paradoxe entre faut forcer, mais il faut quand même être relâché dans ses Bah, déplacements ou mouvements. en fait, c'est de la qualité de mouvement. Donc, et il y a aussi moi, je dirais qu'il y a aussi beaucoup de confiance. Le sportif, souvent, s'il a confiance dans son geste, il va pas, avoir de contraction parasite, il va être relâché tout simplement et donc son mouvement, il sera fluide, il sera pas parasité par, d'autres mouvements ou d'autres, raideurs musculaires, on va dire et il aura pas cette impression de forcer donc en fait, on va dire que les segments libres qui doivent être relâchés, bah, ils vont l'être, donc ils vont être plus rapides. Les segments libres qui doivent être forts, souvent c'est, le bassin, le corps en général, le gainage, on va dire, bah, là, il sera solide et c'est, bah, comme tu as dit, le relâchement, souffler, bien faire le geste, être à fond dans le bon geste, mais à côté de ça, bah, je pense que ça vient d'une confiance, dans le geste et dans la technique. Ok. Donc tu peux aussi bosser le truc d'un point de vue psychologique, si je peux Ouais, dire. ouais, bah, oui, clairement, bah, au final, c'est quand même ce qui va déterminer si un athlète fait une bonne séance d'entraînement. C'est l'état d'esprit dans lequel il est, pendant la séance et si cet état d'esprit, il est répété, le plus souvent, bah, l'année, elle sera réussie, on va dire. Tu as déjà perçu des sportifs où tu sais qu'ils sont moins bien pour X raisons, souvent extérieures à l'entraînement, et de voir des répercussions directes sur le terrain, sur je sais pas, peut-être de la Oui. crispation et moins de relâchement, c'est flagrant. Ouais, bah, ouais, clairement, sur, les dernières années, ouais, c'est assez flagrant. Alors après, c'est un travail qu'on a à faire en tant qu'entraîneur, je dirais, qui peut être fait aussi en tant que préparateur physique, mais qui va être quand même secondaire, puisque le prépa physique est pas censé voir le sportif tous les jours et il est pas là pour, son but, c'est quand même d'améliorer, la performance sur le terrain et Mmh. pas que la performance en salle, mais il a pas, autant la main que l'entraîneur. Donc moi, j'ai la chance d'avoir cette double casquette avec, les athlètes que j'encadre, selon les épreuves. Mmh. Donc je peux, on va dire, jouer là-dessus. Mais quand on est prépa physique,
à part rassurer l'athlète et lui faire comprendre qu'il est meilleur physiquement et qu'il n'y a pas à s'en faire, bah, là, tu peux pas faire grand-chose. Et puis, il y a aussi, d'autres personnes qui sont beaucoup plus formées à ça, comme, les psychologues ou les préparateurs mentaux. Je pense que c'est un sujet dont on parle pas assez en plus dans le sport en France. Ça peut être, quand même, intéressant de travailler, sur cet aspect-là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'aimerais passer sur un autre sujet qui est un peu plus la partie, testing. Mmh mh. Euh, tu l'as dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs facteurs de performance pour être rapide. Est-ce que toi, quand tu testes un sportif, tu vas le tester que sur du sprint? Est-ce que tu vas tester l'ensemble des autres qualités qui vont influencer? Ou alors ça va être du cas par cas en fonction du profil que tu vas avoir en face de toi? Alors, j'ai envie de te dire cas par cas, parce que moi, je fais très peu de testing. Je fais souvent les basiques, squat jump, counter movement jump avec les bras, pour rajouter un peu de fun, le RSI avec des pogos, des drops, et la vitesse. Mais en général, je fais très, très peu de sessions de test puisqu'au final, je les fais pendant les séances. Heu, sur une séance de muscu, on va peut-être avoir, du pentabond ou du triple bond ou, des sauts sur box, ou même des fois le CMJ, tout court, pendant la séance. Ça me permet déjà de tester et de voir la progression sur les sportifs. Parce qu'après c'est un problème, on va dire, de terrain, c'est qu'une séance de test, c'est pas une séance d'entraînement. Donc soit c'est des trop de tests, donc trop de fatigue, soit c'est pas assez de tests et donc pas vraiment de développement de la qualité ou qu'on a mesurée. Donc moi, de mon côté, je préfère développer la qualité plutôt que de la tester. Et comme je suis sur, justement on va dire dans un domaine où la perf est chiffrée, bah, j'ai rapidement, les résultats de ce que j'ai développé. Donc, tu peux prendre régulièrement des valeurs sur un CMJ, par exemple, et avoir un suivi de performance sur le mouvement Ouais, en question. ouais, ouais, Ok. ouais, bah, j'ai, le suivi sur ça. Ça me permet aussi de voir un peu aussi, la forme des sportifs des fois, puisque d'une semaine à l'autre, selon le cycle, on peut avoir, une baisse des fois, carrément de 15-20 des fois. Et donc, bah, dans ces cas-là, ça me permet de voir, comment physiquement ils sont et s'il faut mettre un peu de repos, mettre un peu plus, un peu moins. Ça permet bah, de moduler la charge. Et après pour ce qui est du sprint pur, bah, moi j'utilise les chronos. Les chronos, sur 10 mètres souvent, ça donne un très bon indicateur et si ça ralentit pas, si ça ralentit pas durant l'année, c'est qu'on est pas mal. Ok. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur les testings, là, du coup, tu as parlé de squat jump, de CMJ. Est-ce que tu fais aussi Mmh. des tests à dominante plus horizontale? Ça, c'est ma première Ouais, question. Et lier aussi un peu les deux. On sait que bon, il y a un transfert des mouvements verticaux sur un sprint qui a dominante un peu plus horizontale. Est-ce que tu mmh connais un petit peu les proportions et est-ce que toi, tu essayes d'avoir un ratio entre des exercices à dominante horizontale et verticale? Ou pas, ou il y en a. Alors les proportions là, je les ai pas en tête. Heu, c'est faute professionnelle ça. Mais oui, il y a une proportion à avoir. Après, cette proportion, elle va changer durant la course. Donc c'est-à-dire que sur une accélération, de 0 à 30, 40, ouais 0 à 20 mètres pour, les non entraînés et 0 à 30, 40, peut-être 50, mais c'est très rare pour les entraînés. On va avoir une dominante qui est surtout, horizontale. Par contre, quand on va être en vitesse max, après 30 ou 40 mètres, enfin le but ça va être de l'atteindre quoi. La proportion elle va s'inverser et on va avoir quand même beaucoup de composantes verticales. Par contre sur des angles qui sont beaucoup moins, qui sont beaucoup plus ouverts, donc jambes quasi tendues et du coup, ce que je fais moi, c'est qu'on fait beaucoup de verticales parce qu'au-delà du sprint, on a d'autres épreuves où il faut être très fort en cuisses, très fort en fessiers et en hanches. Mmh. Mais j'essaie d'avoir
soit du 2 pour 1, donc en vertical horizontal, soit du 1 pour 1, donc 50-50. Ok. Ça, c'est pas toujours simple et j'ai envie de dire qu'il y a certains patterns qui permettent de faire un peu les deux, comme les épaulés. Ça permet quand même d'avoir une petite composante horizontale, même si on reste dans la verticalité sur le mouvement quand même. Ok. Et pour les Là, testings, ouais, je te réponds du coup. Pour les ouais, vas-y. testings, bah, ça va être du broad jump, Ouais. tous les mix de broad jump, de pentabond, pieds joints ou foulé bon. Et à côté de ça, bah, moi j'intègre aussi le fait qu'on fait de la muscu, mais à côté on fait du chariot ou du sprint. Donc la séance de chariot, je l'intègre un petit peu dans le plan pour qu'elle corresponde aussi avec la muscu. Ok. Sur les broad jumps, est-ce que toi tu vois un intérêt à faire un enchaînement de 3 sauts ou de 6 sauts? Je sais que moi j'ai été Complètement. confronté à ça. Moi j'aime bien juste le un saut, tu vois, juste un broad jump. Mhm. Est-ce que toi tu vois des intérêts ouais, à les enchaîner et en faire 3, 6, plus, je sais pas s'il y a un intérêt, mais. Plus. Ouais, bah, je dirais que ça dépend des personnes. Il y en a, ils en font 20. Donc, mais Ouais. pardon. Moi, je dirais que un broad jump, c'est bien. Ça te permet de voir l'explosivité, justement. Explosivité, puissance, mais explosivité. Plusieurs broad jump d'affilée, ça te permet de voir au-delà de la puissance et l'explosivité horizontale, la capacité aussi à s'organiser. Donc là, ça va être plus du travail de coordination et de placement des segments du corps dans l'espace. Et aussi la capacité à repartir en n'ayant plus le même temps. Parce que comme je te disais, quand tu pars de zéro, il faut avoir la force max et l'envoyer fort. Mais quand tu pars avec de la vitesse, tu peux plus envoyer autant de force. Donc tu as des Hmm. mecs qui vont être très très forts sur le broad jump, et c'est important. Et tu as d'autres mecs qui vont être moins forts sur le broad jump, mais qui vont être capables d'aller plus loin sur 5 broad jump d'affilée. Donc qu'est-ce qui nous intéresse le plus si on est sur un terrain de hand? Le broad jump, c'est important parce qu'il faut avoir la grosse accélération qu'il faut au bon moment. Si on est sur un terrain de foot, est-ce que le 5 broad jump, il n'est pas plus intéressant? Puisque peut-être les accélérations, des fois, sont plus longues et il faut avoir cette capacité à l'enchaîner. Ouais. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière du test, parce que après, C'est ça. tu peux en faire à l'infini et il y a C'est peut-être ça, trop tu de peux en faire à tests. l'infini. Mais Ouais, moi, je trop. dirais que ouais, 5, c'est le bon compromis, même si 3, ça reste intéressant, mais sur 3, on est plus dans de l'explo, et sur 1, on est encore plus dans de l'explo. Donc, Ok. je trouve que 5, c'est quand même le très bon compromis. Ok. C'est intéressant. Je voulais revenir, tu as parlé de l'épaulé juste avant, et moi j'avais eu une réflexion avec un collègue l'année dernière. Mhm. Sur l'épaulé, on peut faire un épaulé classique, et on peut faire un épaulé où tu vas faire une Pénible. réception sur 30 avec une box devant toi. Je Ok, pense que ouais. En Bosch, ouais, les méthodes Bosch. voilà, où du coup tu Euh, as une dominante horizontale plus accentuée. mhm. Euh, Moi j'aimais bien ça dans les sports où tu as besoin de vraiment aller vers l'avant, je trouvais ça intéressant, probablement peut-être un meilleur transfert. Et j'ai un collègue qui m'a dit moi je trouve que ça dénature un petit peu le mouvement. Euh, et du coup, moi, ça m'a fait réfléchir en mode, est-ce que ça dénature vraiment le mouvement? Est-ce que c'est intéressant? C'est quoi ton avis, toi, là-dessus? Alors, déjà, moi, je dirais que quand on fait pas de l'haltéro comme sport, qu'on l'utilise comme la préparation physique, c'est pas grave si on dénature le mouvement, puisque de toute façon, on va pas chercher à avoir un épaulé squat parfait avec une remontée, avec une chute, etc., qui est parfaite. Il faut que ça soit suffisant pour ne pas se blesser et pour développer des qualités. Donc, déjà, de mon côté, en athlée, en tout cas, on fait que du power clean, de l'épaulé debout. Donc, que ce soit tenu ou pas, en général, on ne descend pas plus bas que la parallèle. Ok. Euh, Après, pour ce qui est du Bosch ou du classique, moi, je pars du principe que le classique, c'est pour développer la qualité, des qualités physiques. Il n'y a pas de transfert du mouvement sur le reste de l'activité, mais il y a quand même le transfert des qualités physiques qui va être
donc qui va être la raideur en réception de l'épaulé, qui va être la triple extension et un petit peu de coordination, tout ça. Par contre, sur la partie en fente avant avec box, que ce soit arraché ou épaulé, déjà on peut faire plusieurs variantes, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir cibler un peu plus l'ischio, on va pouvoir cibler un peu plus d'autres groupes musculaires. Mais en plus de ça, ce qu'on entraîne vraiment, de mon point de vue, c'est le mouvement. Parce que le défaut qu'il y a en haltérophilie, c'est que la triple extension, elle se fait sur l'extérieur du pied. Donc en inversion. Je ne vais pas dire de bêtises, donc elle se fait sur l'extérieur du pied. Alors que quand tu cours, ouais, sur l'extérieur, parfois c'est inversion quand tu pars sur ouais, l'extérieur. c'est ça, donc elle se fait un petit peu en inversion. Alors que quand tu fais de la course, tu vas te retrouver en pronation, donc le plus possible, et tu vas être sur la luxe. Ok, ouais. Et du coup, c'est un pattern qui est quand même un petit peu différent de la course. Et avec les méthodes Bosch, si tu le fais pieds nus ou même en chaussures, tu te retrouves à avoir ce travail-là de passer vers l'avant, passer sur la luxe, passer sur l'avant-pied. Et donc, si tu peux travailler dessus, c'est intéressant, mais pour moi, c'est plus une question de... On a développé des qualités physiques avec l'haltérophilie. Avec le transfert, avec les fentes Bosch, on va transférer ces qualités développées sur le mouvement. Parce que de toute façon, on ne pourra jamais mettre aussi lourd sur un épaulé fente avant avec box que sur un épaulé normal. Ok. Et même, je pense que c'est pas souhaitable. Moi, quand je fais travailler sur du Bosch, c'est souvent on est sur du 40% de l'épaulé, voire moins des fois. Et on travaille sur le mouvement, sur le passage sur l'appui, sur le fait de maintenir cette cheville-là forte pendant le mouvement, avec le reste de l'exercice. C'est marrant, je connaissais pas le truc de la cheville sur l'épaulé. C'est quand tu fais un épaulé classique, du coup, tu es plus sur l'extérieur, sur ta réception. Ouais. Ouais, bah ouais, quand tu regardes un petit peu, même quand tu es athlète, tu peux même carrément le sentir. Que ce soit pieds nus ou même et encore plus en chaussures, les pieds ils vont aller s'ouvrir en supination, du coup, un petit peu, Ah oui, ok. Ah non, mais tu vois. je dis inversion, mais inversion, Ouais, mais parce que j'ai pas utilisé les bons mots, c'est ma faute. Oui, ok. C'est, Ah oui, c'est pour ça que je captais pas. Oui, c'est plus. Ok. ouais, tu vois, ils vont aller en supination, alors que quand tu cours, bah, si tu pars en supination, t'arrêtes de pousser, en fait. Donc, ce Ok. qu'on veut, c'est finir le mouvement avec la pronation et quitte à avoir tout le reste, donc la rotation du fémur, l'extension de hanche qui va jusqu'au bout, la rotation interne de hanche, etc. Et ça, tu le retrouves pas en haltéro. Donc, ça reste un outil hyper intéressant. Mais si on veut aller plus loin, on peut utiliser les variantes que nous a proposé Bosch il y a quelques années. Et du coup, c'est quand tu fais ta réception sur fente, c'est là où du coup ta position du pied elle est plus intéressante pour l'athlétisme. C'est sur la réception sur box. En fait, c'est pas la jambe avant, c'est la jambe arrière qui va finir le mouvement. Et c'est plus intéressant pour l'athlète, mais je pense que c'est plus intéressant pour la plupart des sports, puisque le déplacement, de toute façon, il se fait vers l'avant. Mais pour moi, ça reste de l'entraînement moteur plus que physique quand on part sur ce genre de variante. C'est bien. Du coup, ouais, je pense pour contextualiser quand même, enfin pour faire un rappel, d'abord peut-être maîtriser un épaulé classique avant Oui. d'aller sur des variantes à dominante horizontale. Plutôt, ouais. Ou alors, on part directement sur les variantes horizontales, mais parce qu'on a développé les qualités avec autre chose. Oui. Ok. Mais parce que, ouais, après, des fois, sur un athlète jeune, moi, je privilégie le fait d'apprendre l'haltérophilie. Sur un athlète qui a 25-30 ans, peut-être qu'on va pas prendre ou perdre le temps d'apprendre l'haltérophilie parce que il va pas pouvoir développer ses qualités aussi bien puisque sa technique sera pas suffisante. Donc, un mec qui va être capable de faire des squats à 150 ou autre, même des demi-squats à 150, et qui va pas pouvoir épauler plus que 80 kilos, parce que techniquement, il n'est pas assez débrouillé là-dessus, Mhm. je préfère le faire travailler avec autre chose, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai. J'aimerais basculer sur un autre thème encore, Mhm. sur la pliométrie.
Ouais, Pliométrie, qui est un thème moi qui m'intéresse beaucoup, c'est que j'ai fait mon mémoire de master 1 là-dessus. ok. Comment tu vois, toi, de manière générale, là, sans trop dans les détails pour le moment, comment tu perçois un peu la pliométrie et ses intérêts pour améliorer la vitesse? Et pas que, on pourrait parler de changement de direction aussi, mais on va rester sur la vitesse pour le Ouais. moment. Bah déjà, on peut améliorer énormément de choses avec la pliométrie, mais le but principal, ça va être la vitesse. Du coup, la plio, c'est d'abord le fait de lier le muscle et le tendon ensemble dans l'action sportive. Donc, ça va être pas des sauts en eux-mêmes, parce que le saut, c'est du balistique, mais des rebonds. Et, comment dire? Pour moi, il faut quand même faire la différence entre pliométrie scientifique, c'est-à-dire qu'on dit qu'une action pliométrique, c'est moins de 200 millisecondes, et pliométrie de terrain. Tu as des athlètes qui sont, même des athlètes entraînés, qui sont capables d'avoir des actions pliométriques qui vont être à 180, 200 millisecondes, 220, 230 millisecondes, mais tu en as d'autres aussi qui vont avoir sur le même pattern, sur les mêmes contraintes, pas être capable de le faire en, en moins de 300 millisecondes, par exemple. Je prends des chiffres qui sont un peu arbitraires, mais pour donner une idée. Du coup, pour moi, la pliométrie de terrain, elle est quand même un peu plus éloignée que la pliométrie de laboratoire. Et donc, c'est pas qu'il faut pas prendre en compte le temps de contact, mais c'est qu'il faut bien différencier de, ouais, s'il a 260, c'est pas grave, même si la science, elle dit qu'il faut être à 200. Et après, par rapport à ça, bah, ça fait partie de nos mouvements, en fait. Quand on court, même quand on descend les escaliers et autres, on fait de la plio qui, on va dire, est extensive. Pour ça, bah, faire du footing et autres, c'est de la plio. Donc, quand un mec au hand ou au basket, il est en train de courir avec sa balle, il fait de la plio. Donc, c'est un truc je pense qu'il faut l'entraîner. Mais il ne faut pas l'entraîner n'importe comment. Parce que bah, c'est quand même comme le sprint, qui du coup lui aussi est de la plio. C'est un truc hyper intense et qui n'est pas aussi contrôlable que de dire ouais, je suis à 60% sur mon squat ou sur mon soulevé de terre. Ok. J'ai plusieurs trucs que j'ai envie d'aborder. La première, c'est quand on apprend, tu vois, les modes de contraction, on a concentrique, excentrique, on a aussi le mode de contraction pliométrique. Est-ce Mhm. que faut différencier le mode de contraction pliométrique à la pliométrie ou sous-entendu, on pense souvent au rebond avec, comme tu l'as dit, un temps de contact relativement court, souvent inférieur à 200, 250 millisecondes. Ouais. Bah, là, en fait, du coup, l'action pliométrique, c'est une contraction, une alternance de toutes ces contractions-là. Donc, on va avoir l'excentrique, on va avoir donc ouais, on a l'excentrique qui va du coup commencer à étirer le muscle et à étirer le tendon. Après, on a l'isométrique puisqu'on va inverser le moment d'excentrique et le concentrique. Donc, ce moment d'isométrique, plus on est long sur ce moment-là, plus le temps de contact sera, comment dire, ouais, plus le temps de contact sera long. Donc, sur cette phase-là d'isométrique, il faut être, on va dire, très fort, puisqu'après, c'est ce moment où le tendon prend le relais, il va tirer l'os et sur ça, on va avoir le rebond et l'inversion, en fait, pour être en concentrique. Donc, de mon point de vue, quand on va entraîner la pliométrie, on peut le faire de manière bête et méchante pour imager. On fait des rebonds et puis on progresse là-dessus. Ça marche très bien, surtout avec les athlètes pas trop entraînés. Mais on peut aussi, c'est pour ça que moi je fais la différenciation entre pliométrie terrain et pliométrie labo. On peut faire la différenciation de bah, j'apprends à amortir, donc avoir ma phase excentrique, j'apprends à bloquer, avoir ma phase isométrique, et j'apprends à repartir. Ça, c'est le plus simple puisque c'est ce qu'on peut faire en muscu, c'est ce qu'on peut faire en saut, surtout du balistique ou en saut arrêté, donc des cités de box jump ou des trucs comme ça. Mais du coup, en entraînant ces trois phases-là, en maximisant, entre guillemets, ces trois phases-là, je pense que tu as pu voir sur Instagram, des fois, je mets des stories ou des posts où bah, je descends d'une box peut-être de 1 mètre, 1 mètre 20. Je crois que j'ai déjà fait 2 mètres, mais
En gros, de très haut, eh Mmh. ben, en fait, c'est hein? Ah oui, ouais, c'est 2 mètres, ça commence à faire déjà. Ouais, 2 mètres, ça commence à faire. Ouais. Bah, c'est de l'entraînement entre guillemets «pliométrique». Parce que justement, on maximise ces phases-là et bah, être très fort sur, le concentrique, c'est bien. Donc c'est être très fort sur un broad jump simple. Par contre, être très fort sur, une réception, être très fort sur, une réception à une jambe ou même, être très fort sur un bloqué, pas juste un excentrique ou, un bloqué, il y a pas que le bloqué, il y a aussi, l'isométrie, en overcoming, envoyer fort, immédiatement. Mmh. Être très fort là-dessus, ça permet d'améliorer justement ce cycle pliométrique et je pense que ouais, c'est hyper intéressant de le faire et on le fait pas beaucoup, de, décortiquer ces 3 phases. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est un truc qu'on voit beaucoup. Moi, je sais que personnellement, je l'utilise pas. Je me tâte à l'utiliser, mais j'ai l'impression que ça prend quand même du temps de c'est comme si tu multiplies un peu le travail par 3. Mmh. C'est important, mais faut bien le caler aussi avec les autres objectifs sur ton prépa physique quand tu as un peu 1 milliard de trucs à faire. À voir si c'est une priorité ou pas. Est-ce que pour toi, on peut décomposer les trois, travailler les trois dans une même séance, par exemple, ou alors faire, je tiens un truc au pif, 6 semaines, tu travailles ta face ou ta amorti, 6 semaines, tu travailles ton iso et je sais pas, 6 semaines ton concentrique. Est-ce qu'il y a Bah, une manière mieux que l'autre? moi je dirais que ça dépend de tes contraintes, parce qu'au final, on en revient toujours à ça, ça dépend toujours des contraintes qu'on a, de Ouais. la population qu'on a, de la période dans laquelle on est. 6 semaines, je trouve que c'est des cycles un peu longs, 6 semaines. Donc je travaille plutôt sur des cycles de 3 à 4 semaines avec la plupart des gens, sauf, C'est ça. cas particuliers. Fréquence? Quelle fréquence? Mmh. Et avec quelle fréquence sur 3, 4 semaines? Tu fais 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine? Bah, ça va dépendre, mais par exemple avec les athlètes, bah, vu qu'ils courent, quasi tous les jours, je vais essayer de construire, la capacité à le faire 2 fois par semaine. Pour des personnes qui ont moins l'habitude, si une fois ça peut être suffisant, mais dans ce cas-là, bah, on est sur, bosser une phase, puis une autre, puis une autre. Après il y a Thibaut qui le fait, avec, surtout en muscu, donc les différentes contractions en muscu. Je pense que ça peut être intéressant sur une même semaine de travailler, les 3. Mais dans ce cas-là, on est sur, du volume, assez qualitatif avec des intensités, adaptées. Heu, mais ouais, bah, tu vois, comme je te dis là, par exemple, j'ai pris l'exemple de Thibaut qui lui, a une méthode, de toute la semaine, on fait, on va dire sur le développé couché, on fait un excentrique, un isométrique et un concentrique. Ou alors même carrément, il a une autre méthode qui est de faire, concentrique, enfin excentrique, isométrique, concentrique sur la même séance. Je pense que ça peut avoir du sens, mais après faut pouvoir parce que mine de rien, bosser les réceptions, sur le moment, ça fait pas grand-chose, mais nerveusement, ça tabasse quand même bien et la fatigue, elle est pas à négliger là-dessus. Donc comme c'est quand même, une qualité qui nécessite énormément de ressources, c'est quelque chose je pense qu'il vaut mieux prendre du temps plutôt que de vouloir en faire trop et d'en perdre, par la suite. Que par exemple, moi j'ai jamais eu de meilleurs, résultats l'année dernière sur, je parle que à titre personnel, je vais pas parler, du reste. Mmh. L'année dernière en bossant que les réceptions sur mes sprints, alors que le sprint, on va dire que la partie importante, c'est le concentrique, Mmh. puisque c'est elle qui te fait avancer. Mais en fait, j'ai fait, quasi que des réceptions. Je suis monté hyper haut, à une jambe et à 2 jambes et en fait, bah, j'ai jamais eu autant de bonnes sensations parce que justement cette capacité à pas, s'écraser et à rester fort, elle était là et elle compensait le fait que j'ai pas fait certaines autres choses. OK, c'est super intéressant. Du coup, là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, du coup, on fait la pliométrie, tu vois, on fait des bondissements, et cetera. Il y a Mmh. différents types d'intensité, extensive, intensive. Moi, en ce moment, j'ai des réflexions sur deux choses. La quantification du nombre de sauts Mmh. par séance et par semaine. Donc, on sait qu'il y a des tranches de répétition qui sont plus ou moins conseillées en fonction de l'âge, de ton niveau, etc. Ouais. Je pense que ça dépend aussi de l'intensité de ton saut. Si tu fais de la corde à sauter, c'est pas la même que si tu fais des drop jumps, par exemple.
Oui, Est-ce clairement. est-ce que pour toi, il faut quantifier tes bondissements en pliométrie et dans le sens aussi où dans ton activité physique, si tu prends un sport co, il va faire de la pliométrie, tu l'as dit tout à l'heure, quand il va courir, quand il va sauter, tout ce que tu veux. Ou du coup, si toi tu quantifies en prépa physique, bah, tu as une partie, tu peux pas la quantifier. Vas-y, première question, je vais pas tout mélanger. Bah, la deuxième, je la pose Euh, d'abord. Est-ce Ouais, que, du coup, est-ce que je quantifie les sauts? oui, et est-ce qu'il faudrait les quantifier? Moi, je pense que oui. Après, ouais, c'est ça le problème, c'est que comme on a dit, les actions pliométriques, il y en a tout le temps. Si tu prends, quelqu'un qui fait, du volley, je crois, je vais pas dire de bêtises, mais de mémoire, on est sur un minimum de 150 sauts par match avec des réceptions, qui sont pas toujours contrôlées, donc du saut et des réceptions qui sont parfois, faits, dans le feu de l'action. Donc elles sont pas, c'est pas le truc: «Ouais, je descends de ma box tranquillement et je sais que je vais bien atterrir». Du coup, il faut forcément que les sportifs soient préparés à ça. Si on est sur du golf ou si on est sur du volley, déjà rien que ça, la pliométrie, le volume, ça va pas être le même. Donc pour ça, il faut commencer à construire une base pour les sportifs qui en auront besoin. Parce que notre boulot en tant que prépa physique, c'est quand même au-delà d'améliorer, la perf, c'est de faire en sorte que le sportif, il soit capable de résister aux contraintes de son sport. Donc ne pas finir, sur les rotules, après un match de volley alors qu'on a un championnat et qu'on doit en faire, 3 dans la semaine. Ouais. Et du coup, ouais, pour moi, ouais, il faut quantifier, mais on n'a pas la main sur tout. Donc quand on a les stats de match, on peut dire: «Ouais, eux, ils font, 120 sauts». Faudrait qu'on arrive à construire, une capacité donc de faire, je sais pas, là, je te dis nimp, mais peut-être 200-300-400-500 sauts dans la semaine. Et après tout ce qui est pas contrôlé, malheureusement, on peut pas le contrôler, Mmh. mais on peut l'anticiper un petit peu. Et parce que je trouve que ça peut être assez vite faussé de par du coup l'activité, mais aussi avec les différentes intensités. Si tu fais 100 drop jump, je sais pas, avec une hauteur de 40-50 centimètres, ou si tu fais de la corde à sauter, tu vas pas quantifier les deux en même temps. À mon sens, ça a pas beaucoup de sens de quantifier deux intensités, enfin de la plio intensive et extensive. On peut pas Moi, les, on peut pas les regrouper. Enfin, pour moi, on peut je pas fais les la regrouper. différence justement, entre plio intensive et extensive. Après l'intensif pour certains, c'est pas le même, que pour d'autres. Oui, c'est sûr. Mais ouais, moi je fais alors à mes débuts, je pense que j'étais un peu dans l'abus puisque avec les athlètes que j'encadrais, avec, mon entraînement et tout le reste, je comptais carrément le nombre de haies passées, le nombre de mètres en sprint, c'est normal, le nombre de mètres en aérobie et tout ça. Mais j'étais carrément sur, ouais, combien on a passé de haies dans la séance, même, si c'était, l'échauffement, les enjambements, les trucs. Donc en fait, je quantifiais absolument tout. Je pense que c'est pas la peine d'aller jusque-là, mais Mm. si, parce que tu vois, si tu dis, on fait 3 minutes de corde à sauter, à quoi ça correspond en nombre de sauts? 3 minutes de corde à sauter, là, je pourrais pas te dire, pour, par exemple, pour 10 mètres de pogo, ça peut être, 10 à 15 pogos selon l'intensité. Si c'est de l'intensité maximale, ça va être une dizaine à 20 pogos selon la personne. Si, on est sur une intensité, beaucoup plus contrôlée, 10 mètres de pogo, c'est entre, 30 et 50 petits rebonds. Donc Mm. après, en fonction, tu peux te dire, parce que 20 pogos de plus, si c'est, comme de la corde à sauter, c'est pas très grave. Par contre, 20 pogos de plus, si c'est, les pogos intensité max avec un rebond à 40-50 centimètres, ça commence, à être, problématique puisque tu te retrouves, sur de la pliométrie, entre l'intensif et l'extensif et pour certains, c'est déjà intensif, et du coup, tu as doublé la charge alors que tu t'en es même pas rendu compte. Du coup, c'est pour ça que je pense que, ouais, il faut quantifier et il faut différencier. Tu es pas obligé peut-être de compter, le nombre de sauts, à la corde parce que peut-être que c'est pas un problème pour certains, mais si tu as une personne qui est pathologique, au niveau du tendon rotulien, au niveau du tendon d'Achille, c'est justement ça qui va peut-être faire la différence, de savoir combien il a fait de sauts pour pouvoir dire: «Bon, là, cette semaine-là, tu fais pas, l'échauffement comme ça, tu fais ça à la place».
Moi, ça peut être très vite chronophage aussi, je pense. C'est très chronophage à force. C'est pour ça que ouais, mettre en place, des séances qui permettent de le faire assez facilement, c'est plus simple. Moi, tu vois, je vais pas dire 3 minutes de saut, de corde à sauter, je vais plutôt dire, bah, on fait 100-150 sauts et ça fait pas 3 Yes. minutes du tout, mais si je veux qu'ils en fassent 3 minutes, bah, je vais adapter le nombre. Ouais. L'autre truc que je voulais aborder sur la plio, c'était la surcharge progressive, l'augmentation progressive du nombre de sauts. Ça, je Mmh. pense, c'est hyper important, surtout quand on démarre de la plio et qu'on n'en a pas forcément fait spécifiquement avant. Mmh. Euh, Jusqu'à où on quantifie, parce qu'on peut pas en faire non plus à l'infini. Est-ce que Non. toi, non, augmenter, pardon, j'étais encore sur la quantification. Euh, je me suis perdu dans ma question. Ouais, jusqu'à où on surcharge, jusqu'à où on augmente le nombre de sauts. Et est-ce que tu Heu, penses qu'il faut systématiquement chercher à augmenter les intensités? Je sais pas, je te donne un exemple. J'ai fait 4 fois 20 pogo une semaine. Est-ce que la semaine d'après, il faut forcément aller chercher 4 fois 25 pogo? Je dis un truc au hasard, mais c'est pour donner un ordre d'idée. ouais, je Il vois. faut chercher à augmenter un petit peu le volume je parle pour une même intensité. Moi, je dirais que non, parce que de base, déjà, je pense que de base, on en fait trop sur ce qui est, plio. Heu, 3 fois 6 sauts, à intensité max, c'est, c'est déjà pas mal. Ça permet déjà d'avoir des adaptations, ça permet déjà de progresser. Mmh. Donc après, toute proportion gardée, un mec qui s'entraîne, en plio depuis, 10 ans, forcément 3 fois 6 sauts, ça va pas faire grand chose. Ouais. Heu, mais ce que je fais plutôt moi, c'est que je complexifie l'exo. Donc l'intensité va pas forcément changer, mais la difficulté va augmenter. Donc par exemple, pour donner un exemple tout bête, on peut passer de pogo sur des petites haies à des alternances de sauts de haies qui sont plus hautes, donc des rebonds sur les haies et entre les haies, on fait un petit pogo pour s'adapter, pour avoir une meilleure réception, pour avoir, plus de contrôle et même hauteur de haie, on a la même chose, mais on enlève le petit rebond au milieu. Du coup, bah, Mmh. là, du coup, c'est au lieu d'avoir un petit pogo réception, repartir de pas très haut pour repartir, bah, on a augmenté l'intensité, juste en augmentant la complexité. Mais par contre, la taille des haies, c'est la même, le nombre de sauts, bah, c'est quasi le même et heu et rien que ça, bah, ça peut faire le taf. OK. Donc après, si ton but justement, c'est d'augmenter la capacité, de la personne, oui, il faut augmenter, chaque semaine, mais pas forcément chaque semaine. Ça peut être, accumulé à une certaine quantité de travail pendant un mois et puis après on réaugmente ou on augmente l'intensité. Ouais, finalement, c'est un peu les principes de base. Soit tu joues sur ton volume, soit sur ton intensité. Ouais, c'est le Et je pense principe de base. En vrai, c'est que pas si compliqué. oui, oui, c'est pas si compliqué. Mais je pense que j'étais un peu matrixé par augmenter parce que sur les recherches que j'ai fait sur mon mémoire, j'avais ce truc de surcharge progressive sur un même exercice. Du coup, je commençais, je crois, à 6 sauts, je faisais du 8 du 10 et puis après, j'augmentais d'une série, tu vois. Ça avait bien fonctionné, mais Mmh. je peux pas le faire indéfiniment, quoi. Donc, à un moment, il faut Ouais, bah, tu peux changer pas, c'est ça, tu peux l'intensité. pas te retrouver à la fin à faire, 100 sauts, enfin si tu peux, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Des fois, je sais pas. Ouais. On sait que pour augmenter l'intensité, on peut passer du bipodal à l'unipodal. On Exactement. va, on va recruter des muscles stabilisateurs qui n'est peut-être pas forcément en bipodal. Question toute simple, où je pense que tu as déjà un avis là-dessus. Est-ce que le fait d'être en unipodal va donner un meilleur transfert sur une performance, soit en sprint, soit en sport co, où on va se retrouver en appui unipodal sur, pas tout le temps, mais dans plusieurs cas quand même. Je dirais que c'est quand même compliqué comme question, parce qu'on pourrait dire que oui, heu
Comme tu l'as dit, muscle stabilisateur, même si c'est plus juste que le muscle va stabiliser au lieu de faire autre chose. Muscle stabilisateur, ok. Équilibre, ok. En gros, motricité, donc qualité de mouvement, tout simplement. Mais par contre, c'est pas le fait que ce soit fait sur un pied qui va se transférer beaucoup plus, de mon point de vue, puisque, comme on l'a dit, la plio, déjà, c'est de 200 millisecondes. Un appui de sprint, au départ, ça va être 200 millisecondes et ça va aller jusqu'à 80 millisecondes. Ça va descendre jusqu'à 80 millisecondes. Ça n'a rien à voir avec un squat bulgare, même si c'est unipodal, qui va, on reste au sol pendant quasi, si on prend du 3-4 reps, on reste au sol pendant 10 secondes, 15 secondes, voire 25 secondes. On développe de la force et on la développe beaucoup moins vite que ce qu'on va faire sur du sprint et à des angles qui sont complètement différents. Donc, pour ce qui est de transfert direct, je dirais qu'il n'y en a pas, plus qu'en bipodal, je pense. Après, ça reste un avis, je pense que c'est très débattable. Mais de mon point de vue, c'est plus la question de développer différemment les muscles, différemment la motricité, qui fait que on peut voir un transfert. C'est comme et les activations qui sont différentes aussi, mais c'est comme si on il y a une étude qui était pas mal, je trouve, sur les accélérations. C'était YLM qui l'avait sorti il y a 3-4 ans, qui l'avait mis en avant il y a 3-4 ans. Faudrait que je la retrouve, mais je pense qu'en cherchant un peu, ça se trouve facilement. C'était sur les squats et les hip thrusts. Ça avait montré que les squats, ça rajoute 6% de capacité d'accélération sur 10 mètres ou 20 mètres, et les hip thrusts, c'était 8 ou 10%. Sauf que si on compare, si on prend la population, même la population de sportifs en général, les sportifs, les athlètes, quasi tout le monde fait plus de squats que de hip thrust. Ouais. Et ça veut dire le squat est moins bien, mais en fait non, il est pas moins bien. C'est juste que s'il est moins souvent fait, il y a pas les mêmes activations. Enfin, s'il est plus souvent fait par rapport au hip thrust, quand tu te mets à faire du hip thrust, il y a pas les mêmes activations, il y a pas les mêmes patterns et tout ça. Et donc, c'est peut-être mieux, mais parce que c'est moins fait. Et pourtant, on est sur 2 exos bipodaux. Et si on se met à faire que de l'unipodal, moi, de mon point de vue, on va se retrouver à moins développer de force max parce que justement, on sera en unipodal, donc il y a la stabilisation qui rentre en jeu. On sera fort, mais on sera peut-être moins fort que si on avait fait les deux. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Alors, Comment? on est d'accord. Non, mais si, moi je suis assez d'accord avec ton avis. Est-ce que tu voyais un autre truc à rajouter sur la pliométrie ou pas? Alors, attends. Moi, je dirais que c'est le truc sous-estimé quand même. C'est l'outil sous-estimé qui permet de développer le potentiel athlétique de chacun, même en partant du fait de la corde à sauter. Juste ça pour une personne sédentaire qui veut se mettre à la course à pied, par exemple, juste se mettre à la corde à sauter ou à faire des réceptions, elle va développer énormément de choses comparé à quelqu'un qui va juste aller courir. Et je pense que dans le sport, que ce soit à haut niveau ou un peu plus modeste, c'est vraiment l'outil qui va permettre d'élever son potentiel. Donc après, il faut le faire correctement. Et c'est bien parce je trouve qu'il y a beaucoup de comptes maintenant qui en parlent de manière assez, je dirais que c'est assez correct et c'est assez bien fait. Donc la plupart des gens ont quand même pas mal d'outils et puis faut pas partir sur quelque chose de compliqué. Donc ça reste simple, c'est que c'est la bonne chose, je pense. Ok. J'aimerais aborder un dernier sujet avant de conclure le podcast. Mmh. Qu'est-ce que toi, en tant qu'athlète, en tant que pratiquant de l'athlétisme,
qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience sur toi-même? Qu'est-ce que ça t'a apporté en tant qu'entraîneur et préparateur physique derrière? À la fois en tant qu'entraîneur d'athlétisme, du coup, dans cette même discipline, mais aussi en tant que préparateur physique dans d'autres disciplines où certes la vitesse sera importante, ou du moins les qualités athlétiques, si je puis dire. Qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce que toi tu peux en tirer? Mmh, alors déjà, je pense que ça m'a apporté, un point, très important, c'est que je sais de quoi je parle en termes de vécu. C'est, alors oui, il faut savoir, faire la part des choses sur, c'est pas parce que moi j'y arrive que d'autres y arrivent ou, inversement, c'est pas parce qu'on est bon que tout le monde est bon à ça. Mais, ça permet quand même d'avoir plus d'images, d'avoir plus de matière pour, faire des retours techniques, pour discuter, de ça, pour en gros essayer de comprendre mieux l'athlète qu'on a en face de soi. Après, pour les autres sports, hem, ça permet d'avoir, aussi plus de matière encore une fois, même si, heu, moi quand j'entraîne des non-athlètes, des non-pistards, donc ça va être du hand ou autre, ou même des boxeurs ou d'autres sports. J'avoue que, la première réflexion c'est, «Ah ils sont pas bons, ils sont vraiment nuls» entre guillemets. Genre, quand tu fais faire des gammes, je pense que toi tu t'en es rendu compte, quand tu fais faire des gammes à des sports co, les montées de genoux, bon elles sont pas terribles, les talons aux fesses ils sont voilà et je parle même pas des jambes tendues. Mmh. Ça c'est la première réflexion que je peux avoir, mais c'est aussi je pense une force parce que ça permet de montrer que c'est simple et et de se mettre à la place, de ceux qui n'ont jamais fait et de démontrer l'importance de savoir le faire, je pense. Ouais. Mais d'un côté, tu dis que par exemple, un sportif, il va être pas terrible sur les gammes, mais d'un côté, moi j'ai une réflexion, je pense que c'est une très bonne chose, hein, les gammes athlétiques, Mmh mh. c'est un outil que j'apprécie. Mais par exemple, cet été sur une pré-saison, sur la pré-saison, j'étais avec une équipe pro de handball et on faisait de la piste. Et en warm-up, il y avait des gammes athlétiques. Et tu vois des joueurs pros qui sont déjà pros, hein, qui ont, je sais pas, 25, 30 ans. Leurs gammes Mmh. athlétiques, elles sont pas top, mais pourtant sur le handball, ils sont très bons. Ils sont trop forts. Tu Bah, vois, ouais, mais parce qu'il y a le jeu en lui-même, on peut être très, très bon en handball et et physiquement pas «entraîné» entre guillemets. Ça veut ouais, dire que physiquement, ils ont déjà des qualités, heu, au niveau du jeu sur le terrain, ils sont très forts, mais à côté, en termes d'entraînement physique, il y a énormément de marge, sur ça et je pense que faut alors c'est un travail, hein, parce que mine de rien, se mettre vraiment dans l'entraînement physique, dans l'entraînement athlétique, c'est quand même un investissement, que ce soit, ouais. émotionnel ou au niveau du temps. Mais ça veut dire qu'il y a un potentiel à rajouter encore plus important. Ouais, ils ont Parce quand même une que petite marge de progression. ouais, parce que comme ouais, tu l'as dit, on peut pas toujours rajouter et c'est Mmh. aussi vrai dans le sport, on peut pas progresser indéfiniment dans un domaine. Donc pour continuer à progresser globalement, faut rajouter le physique, faut rajouter la technique, faut rajouter la pliométrie, il faut rajouter le fait de peut-être ne pas avoir mal et autres, mais bon là je parle dans le discours du prépa physique. Mais, il y a un moment donné où son jeu, il pourra pas être meilleur. Donc, pour améliorer son jeu, ça va passer par le physique et le physique va engendrer aussi le fait d'être meilleur techniquement, de mieux se déplacer et en fait, c'est une boucle qui fait que si on améliore un côté, on va améliorer l'autre et le but à la fin, c'est quand même d'améliorer le travail sur le terrain et c'est du coup, moi, je trouve ça hyper intéressant des sportifs qui sont entre guillemets «nuls» sur les aspects, physiques, athlétiques, mais qui sont très bons dans leur sport. Ouais. Ça veut dire qu'ils peuvent être encore meilleurs et ça Mmh. veut pas dire que c'est aussi, vrai pour tout le monde parce qu'il y a des mecs qui sont
qui sont bons athlétiquement et qui sont nuls sur le terrain. Ouais. Tu vois? Donc c'est un principe de spécificité. Si on veut devenir bon à quelque chose, il faut le pratiquer. Et voilà, parce que moi, je suis sûr que je vais sur un terrain de foot, personne va dire: «Ah ouais, il est chaud», hein, je serais ridicule. Même si je cours plus vite que les autres, je vais être ridicule. Ouais. Donc Oui, faut dissocier les 2, ouais. ouais, c'est vraiment le travail athlétique, physique au service du sport et pas l'inverse. Sinon, Exactement. Faut pas perdre son temps, il y a un truc aussi, c'est bien parce que moi, je me suis même perdu quand j'étais jeune là-dedans. Faut pas perdre son temps à la salle si ça nous rend pas meilleurs sur le terrain et inversement, faire, des records en salle, c'est bien, mais si sur la piste, tu es pas meilleur ou si sur le terrain, tu es pas meilleur, bon, peut-être, voir, à faire autre chose. ouais. Mais c'est toujours difficile de savoir jusqu'à où pousser, le curseur physique pour, s'améliorer sur le terrain. Ça, je Ouais. pense qu'il y a pas encore beaucoup de réponses. Il y a des pistes de réponses, tu vois, des ratios, des trucs comme ça, mais je sais pas jusqu'à où il faut soulever en squat pour être, plus rapide, Ah, je ça dirais que ça c'est dépend de pas individuel. Ouais, ça dépend de plein de choses, mais de toute façon, ça se voit assez vite. En vrai de vrai, quand tu fais quelque chose, à la fin d'un cycle de 3 semaines, souvent tu le sais si tu es meilleur, enfin si tu suis les bons marqueurs, tu le sais. ouais, OK. Tu avais quelque chose à rajouter sur, la question, sur ta pratique personnelle, sur l'influence, en tant qu'entraîneur et préparateur physique? Hem, à part, le partage d'expérience, et savoir ce que peuvent ressentir les athlètes, je pense pas. Ça permet quand même de montrer, quand tu as une certaine maîtrise, que tu montres de quoi tu parles, tu as quand même une certaine légitimité. Ouais, Ça ouais, rajoute en fait, ça rajoute au discours. C'est même si quelqu'un qui sait pas faire, même s'il a raison, il a pas la même légitimité que quelqu'un qui sait faire, mais qui a tort. oui, c'est la crédibilité. C'est ça. Donc bah, mmh, quand tu es sur le terrain, en fait, tu te rends compte que cette crédibilité, cette légitimité, elle est, limite plus importante que d'avoir raison, et donc Oui, c'est vrai. il faut avoir cette crédibilité, je pense. Pour porter, même s'il y a entre guillemets «de la manipulation», pour porter les athlètes à leur meilleur niveau, il faut avoir cette légitimité. Ouais. Bah, c'est vrai, même en prépa physique, quand tu leur, je sais pas, tu leur, montres, un mouvement et toi, tu es capable de le montrer, bah, pas forcément avec une grosse charge, mais avec, une intention ou une belle technique et puis, Exactement. bah, C'est parce qu'en plus de ça, moi, il y a souvent des exos où certains athlètes vont me dire: «Ah ouais, mais ça, c'est trop dur, ça, j'y arrive pas», et puis, tu leur montres qu'en basket ou même, en chaussettes, tu le fais sans échauffement ni rien. Ils vont se dire: «Bon, mmh, c'est peut-être pas si dur». ouais, Alors que, si, c'est des croyances limitantes de leur côté aussi, mais si, ils se disent tout de suite: «Ah j'y arriverai pas» et que tout le monde, galère, c'est pas la même chose que: «Ah ouais, en fait, lui, il le fait facile et donc les autres, ils essayent. Comme ils essayent vraiment, ils y arrivent» et puis, l'effet de groupe fait que derrière, tout le monde y arrive alors qu'à la base, on aurait pu rester bloqué sur le même, petit exo un peu naze pendant 30 minutes et ouais, ça débloque quand même des situations, en tout cas dans ma pratique à moi, d'entraîneur, ça débloque des situations assez souvent. d'où l'importance de s'entraîner quand on est entraîneur ou prépa physique. Ouais, je pense, ouais. Ça j'avais envie de dire ça fait pas tout, parce qu'on peut être très bon sur de la théorie et cetera, mais je trouve aussi qu'en pratiquant, on apprend aussi pas mal de choses et moi, ça m'est même arrivé des fois, un athlète qui me dit, «Tiens, j'ai tel souci sur tel exercice» et c'est un truc que moi, j'ai même moi-même rencontré et du Mmh. coup, tu es capable de lui donner des billes et il Ouais, te dit ça tu donnes des petites ouais, solutions auxquelles tu as pensé parce que toi, c'est ton boulot et que lui, son boulot, c'est d'appliquer donc ouais, non, clairement, ça va ça permet pas forcément marcher, mais tu peux quand même, l'aider parce que toi, tu as vécu le truc, tu as vécu la même, «problématique» entre guillemets c'est et ça. du coup, tu peux l'aider un peu plus facilement. Donc ouais, non, c'est l'expérience, ça reste, hyper important, hyper utile. Au-delà Ouais, même d'avoir la capacité à faire,
se mettre à la place de l'autre. Je pense que c'est ça le plus important dans notre taf. Ouais, c'est sûr. On va pouvoir conclure le podcast. Je pense qu'on a abordé pas mal de sujets Ouais, très bah, intéressants. c'est passé, je trouve que c'est passé super vite en plus, donc Ouais, c'est assez vite, ouais. c'est top. Je te laisse le mot de la fin si tu veux dire un dernier mot ou évoquer une dernière chose ou donner deux, trois conseils, comme tu veux. Je te laisse Euh, être libre ouais. là-dessus. Bah, écoute, déjà, merci pour l'invitation. Ça fait toujours Avec plaisir plaisir. d'échanger et de partager. En plus, c'était super agréable. Et pour le mot de la fin, je dirais qu'on est toujours plus capable de plus que ce qu'on pense, mais c'est un peu bateau, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est Voilà. vrai. Bah, écoute, merci à toi d'avoir accepté mon invitation, d'avoir partagé tes connaissances, ton expérience. C'était très intéressant, très enrichissant. Moi, ça m'a amené quelques petites questions, quelques piqûres de Réflexion. curiosité. Donc Bah, merci à toi. c'est parfait parce que c'est le but, je pense, de se creuser la tête pour trouver les solutions. Ouais. Je partagerai les liens de tes réseaux. Je sais que tu fais pas mal de posts de bonne qualité, je trouve, Ouais, sur Instagram. merci. Comme tu l'as dit, je crois, en début d'épisode, on voit pas mal de choses, tout et n'importe quoi des fois, mais c'est vrai que des fois, il y a des contenus qui sont qualitatifs et qui sont inspirants, tu vois, qui peuvent donner des pistes de réflexion. Je partagerai tout ça et puis je te remercie encore une fois. Bah, parfait, merci à toi en tout cas, Johan. Voilà. Et pour tous les auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.